Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quart d'heure écho avec l'indéboulonnable Gilles Ravaud, Tout à fait. maître de conférence à Paris 8, Saint-Denis. Nous sommes toujours dans la maison de l'Île-de-France de la Cité universitaire internationale de Paris. Ouais. Merci à eux pour leur accueil. Merci beaucoup. Cette semaine, dans l'actualité, il est très difficile d'échapper évidemment à Donald Trump et ses coups de menton en matière de politique commerciale, une attitude qui rappelle quand même une tradition américaine de longue date en matière de protectionnisme et même de mercantilisme. C'est ce que tu voulais aborder aujourd'hui. Tu nous expliqueras ce que ça signifie. Bien sûr, quelle est la vision, quelle est la stratégie économique de Donald Trump. On va décortiquer ça ou dépioter ça avec Gilles. On va aussi, il y a deux chiffres qui nous ont rendu notre attention. Dont un qui est tombé aujourd'hui même là. Ouais. Les chiffres du chômage, donc le chômage qui repart à la hausse au quatrième trimestre, très forte hausse. Et puis les défaillances d'entreprises aussi, très forte hausse. Tu vas nous expliquer ce que signifient ces chiffres. Est-ce qu'il y a un retournement du cycle ou pas? On verra ça avec professeur Gilles. Et puis on finira avec nos deux infos insolites. La première qui n'est pas très folichonne. Non. Ça c'est pour toi. Ouais. Et celle qui est un peu plus porteuse d'espoir, c'est pour moi. Merci. Et on commence tout de suite avec on commence tout de suite avec Donald Trump. À peine investi, en fait, le 47e président des États-Unis montre des dents et désigne la Chine, mais aussi l'Europe comme ses principaux adversaires commerciaux en décidant de nouvelles taxes sur les importations. Alors, il faut quand même rappeler que Donald Trump ne parle pas de nulle part. Le déficit commercial avec la Chine, il est quand même colossal. Énorme. 280 milliards. Pour autant, ça rappelle quand même à une autre époque, celle de Ronald Reagan, les années 80. Pardon d'y revenir, on va faire un petit détour par l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on s'est posé la question avec Gilles, est-ce que Trump est un nouveau Reagan? Est-ce qu'un Reagan bis? Alors, donc, du coup, la question, est-ce que c'est un Reagan bis? Est-ce qu'on passerait de Ronald à Donald? Ça, c'est quand même un avec petite différence, c'est qu'à l'époque, c'était pas la Chine la bête noire, mais le Japon. Donc on est là, on est en 1985, le 22 septembre 1985 exactement. On est à l'hôtel du Plaza à New York, et là se réunissent donc les 5 grands argentiers des 5 plus grandes puissances de la planète à l'époque. Les États-Unis, le Japon, la République fédérale d'Allemagne, comme on disait, la France et le Royaume-Uni. On est bien avant l'euro, donc il y a la livre sterling, il y a le franc français, il y a le Deutschmark. Et quel est le problème? Le problème, c'est le très grand déficit commercial américain vis-à-vis du Japon. On est dans les années 80, les Japonais ont pris avant tout le monde la grande vague de l'électronique, de l'informatique. C'est l'époque des premiers jeux vidéo, de tous les appareils photo, par exemple, où les Japonais sont très forts, et aussi l'automobile. L'industrie américaine n'a pas fait cette révolution, elle est très en retard, et donc Reagan menace de mettre en place des droits de douane, de recourir au protectionnisme. Et la solution qui est trouvée à l'époque, il faut être un tout petit peu attentif, c'est de jouer sur les taux de change. C'est-à-dire que... Alors attends, tu vas trouver déjà. Pourquoi ne choisit-il pas la voie du protectionnisme et donc des droits de douane ou voire des quotas d'importation? Pourquoi déjà? Parce qu'en soi... alors, je ne sais pas quelle est la raison profonde. Disons que l'inconvénient des droits de douane, c'est que tu renchéris le prix des biens pour les habitants de ton pays. Si on met des droits de douane sur les voitures japonaises, elles vont coûter plus cher aux consommateurs américains qui les achèteraient malgré tout. Donc Reagan ne choisit pas cette voie, non. Peut-être aussi pour conserver les vertus du libre-échange en tout cas, mais il choisit une autre voie. En fait, surtout, avec les accords de Plaza, donc en s'entretenant avec les pays que tu viens de citer. Enfin, surtout, il choisit une voie qui est la voie de la puissance déjà américaine, c'est qu'en fait, il demande très simplement, mais c'était assez fou, c'est pour ça que je voulais y revenir, aux autres pays que leur monnaie augmente sur le marché d'échange, que le dollar baisse, et donc en fait, ils demandent aux Allemands, aux Français et surtout aux Japonais de se pénaliser dans leurs exportations, de faire monter artificiellement la valeur de leur monnaie, ce qui, évidemment, fait baisser le cours du dollar, et donc quand le cours du dollar baisse, ça favorise les exportations américaines dans le monde entier, donc ça rétablit en partie, au moins dans l'espoir, l'équilibre de la balance commerciale américaine, et ça fait que les importations aux États-Unis de tous ces biens-là coûtent plus cher puisque les monnaies de ce pays-là ont augmenté. Et donc le consommateur américain, spontanément, va plutôt choisir des produits faits aux États-Unis que des produits importés. Et Reagan obtient
de ces pays-là, en fait, la c'est ça. réévaluation de leur monnaie. L'accord du Plaza, c'est ça. Donc il y a 40 ans. Ouais, exactement. Toute référence à cette époque-là par rapport à aujourd'hui n'a aucun sens. Est-ce que Trump pourrait exiger une réévaluation également de certaines monnaies, chinois par exemple? Alors, on en a beaucoup parlé, donc c'est ça qui est marrant l'économiste, qu'il y a une semaine, on parlait que des retraites, et là, j'ai dû réviser mes cours sur les taux de change, puisque effectivement, il y a des grosses rumeurs selon lesquelles Trump voudrait convoquer un sommet de Mar-a-Lago, donc sa fameuse résidence de Floride, qui serait le pendant du sommet du Plaza, avec en particulier, cette fois-ci non plus les Japonais, mais les Chinois, et puis non plus les Français avec leur franc et les Allemands avec leur Deutschmark, mais l'Union européenne. Et ce qui est drôle, c'est que c'est impossible du point de vue de l'Union européenne, parce qu'il n'y a pas de Madame Euro ou de Monsieur Euro, donc l'Union européenne ne peut pas envoyer qui que ce soit pour discuter du taux de change de l'euro avec le dollar. Donc c'est une pure fiction. Donc c'est une pure fiction. Avec les Chinois, ça n'est pas une pure fiction. Et donc là, on retrouve en fait le même truc qui serait de dire réévaluation des monnaies et ou droit de douane. Il y a une sorte de mix entre les deux qui peut se faire, mais il est clair que Donald Reagan, lui, Donald Trump, évidemment, que Donald Trump va lui jouer à fond sur l'augmentation des droits de douane. Là aussi, je juste rappelle, une erreur à ne pas faire. On lit beaucoup dans la presse, c'est le retour du protectionnisme. Le protectionnisme n'est jamais parti. En 2016, Trump est élu par les ouvriers américains sur la promesse de les protéger des importations chinoises et mexicaines. Et Biden... Il met en place des droits de douane très élevés et Biden les garde et même les aggrave. Donc il y avait une tradition protectionniste américaine et tu parlais d'une tradition mercantiliste. Oui. Ça veut dire quoi c'est quoi le mercantilisme? Alors en fait, le mercantilisme, c'est un peu le degré supérieur. C'est que le protectionnisme, c'est je protège mon marché en rendant plus cher les produits étrangers pour que les consommateurs de mon pays choisissent ce qui est produit chez moi. Le mercantilisme, c'est, pour utiliser un terme technique d'économiste, je vais chercher à défoncer les autres pays partout où je peux. Et évidemment, le drame, ce qu'on voit tous aujourd'hui, c'est qu'il y a deux énormes puissances mercantilistes aujourd'hui sur la planète, ce sont la Chine et les États-Unis, qui, chacun à leur manière, font, dans une logique de puissance, d'essayer de limiter, voire de détruire les industries concurrentes. Alors, pas de bis repetita par rapport à l'époque des années 80, mais plutôt donc, le choix d'augmenter les droits de douane, on est d'accord, pour faire fabriquer aux États-Unis. Vive le Made in USA, nous dit Donald Trump. Et d'ailleurs, il l'a dit très clairement, notamment à Davos, au forum de Davos, soit vous venez fabriquer chez nous, soit vous devrez subir les droits de douane. Certaines entreprises l'ont compris du premier coup. L'entreprise Stellantis, qui représente Fiat, Peugeot, Chrysler, Dodge, a décidé même de relancer l'activité de l'usine de Belvidere dans l'Illinois. Donc ça a l'air de marcher, ce chantage de Donald Trump. Disons que là où si je regarde encore une fois la réalité en tant que scientifique, là où Trump a entièrement raison, il avait déjà raison sur le plan politique en 2016, c'est que le libre-échange, c'est l'opposition entre le consommateur et le producteur. Le libre-échange, c'est en tant que consommateur, j'y gagne parce que je peux acheter plein de choses qui viennent de toute la planète, d'une qualité incroyable, qui changent tout le temps à des prix très bas. Donc j'y gagne comme consommateur. Mais je peux y perdre comme producteur si mon usine s'en va en Pologne ou ailleurs et que donc j'ai plus de moyens d'acheter. Donc lui, il a fait le choix des producteurs. Donc il fait le choix d'abord politique des producteurs en 2016, en s'adressant à eux. Il gagne l'élection. Et ensuite, il fait le choix économique de dire l'avenir des États-Unis, c'est la production. Et donc, effectivement, il met en place tous les instruments qu'il peut pour maximiser la production américaine, soit en la protégeant, effectivement, de la concurrence étrangère, soit en faisant, en fait, indirectement venir les usines du monde entier, parce que c'est vrai que le meilleur moyen pour un investisseur chinois ou norvégien ou canadien de contourner les barrières protectionnistes de Trump, c'est de produire aux États-Unis. Mais pardon, mais c'est une bonne stratégie? Elle est efficace, elle va marcher. Enfin, je ne demande pas, docteur Madame Irma, mais tu vois, c'est une vision qui est assez cohérente ou pas? Eh bien, moi, je crains que cette vision soit extrêmement cohérente, surtout quand on est les États-Unis, parce que les États-Unis, c'est comme ce pays très étonnant, on l'a tous appris au lycée, qui regorge de ressources naturelles. Depuis 2015, les États-Unis est le premier producteur mondial de pétrole, et on sait aujourd'hui que c'est le pays aussi de l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est de la production. L'intelligence artificielle, il faut beaucoup d'électricité. Ils relancent les programmes de centrales nucléaires. Ils ont tout le soutien de la recherche avec les universités publiques. Tesla, c'est aux États-Unis. SpaceX, c'est aux États-Unis. Et donc,
moi, ce que je vois, c'est un énorme retour de la très grande fabrique américaine, celle qui, par le passé, a vaincu les nazis en produisant des avions et qui, aujourd'hui, est à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. Patrick Artus, qui est un économiste Ouais, de renom, lui, tout à fait. il explique que c'est un très mauvais choix, en revanche, Oui. celui que fait Donald Trump. Il dit ça va à l'encontre même de la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, qui consiste à qui dit mais qu'un pays a tout intérêt à se spécialiser dans les productions dans lesquelles il a le meilleur avantage. Et il dit, mais c'est absurde ce que fait Trump, il devrait se spécialiser dans tout ce qui est service et non pas dans les biens manufacturés, dans lesquels finalement, il ne s'en sort pas très bien. Donc, qu'est-ce que tu réponds à cet argument-là? Moi, j'adore la théorie de Ricardo. Donc, Ricardo, c'est l'Angleterre de 1817. Je l'enseigne tous les ans à mes étudiants. Une des grandes limites du modèle de Ricardo, tous les économistes le savent, c'est qu'il raisonne de façon statique, effectivement, en disant, il a un modèle entre deux pays, le Portugal et l'Angleterre, et il dit, en fait, c'est sûr que le Portugal a plutôt intérêt à faire du vin et l'Angleterre a plutôt intérêt à tisser du drap. Sauf que, ce qui a été reproché à juste titre par notamment les économistes de la dépendance, les économistes néo-marxistes des années 1960 et 70, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est montré par les historiens, si je fais du textile au 19e siècle, j'ai des machines, et en fait, il y a des liens entre l'industrie textile et justement l'informatique, parce qu'on met en place des procédés, etc. Alors que si je fais pousser du vin, je vais faire pousser du vin pendant des siècles, mais je ne vais jamais monter en gamme, jamais développer de valeur ajoutée. Et on pourrait même, je suis assez étonné que Patrick Artus, pour qui j'ai énormément de respect, développe cet argument, parce que c'est exactement, en particulier en France, l'argument qui a été développé dans les années 1980-90 de dire, nous les Français, on n'est quand même pas assez cons pour aller bosser dans des usines, on va être une nation de concepteurs et de grands cerveaux, et ces pouilleux d'Asiatiques, eux, ils vont aller faire des jouets en plastique et des trucs débiles. Et ça avait même été théorisé par un monsieur qui s'appelait Tchuruk, qui était le patron d'Alcatel, qui était l'entreprise sans usine. Voilà. Et donc, avec tout le mépris français pour la production, c'est sale, etc., résultat, les usines, elles sont parties. On a bien vu pendant le Covid qu'on n'avait pas de médicaments, qu'on n'avait pas de masques, parce qu'ils sont tous faits en Chine et en Inde, et que la question de la transition écologique, c'est qu'une question de production de technologie. Et donc, Trump a entièrement raison, et l'économie, c'est de la production. Et alors, si on te suit dans ton raisonnement, c'est encore plus cohérent de faire avec son slogan « Drill, baby, drill », c'est-à-dire fort, aller forer, il va faire les forêts et sortir du pétrole, pour pouvoir, si j'ai bien compris, produire de l'énergie qui va être nécessaire pour ces fameuses usines qui vont s'implanter sur le territoire américain. Ce qui est terrible, c'est qu'on sait quand même qui est Donald Trump, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est plus que sexiste, qui est raciste, qui est... Ça, on n'est pas dans l'économie, là. Non, mais c'est quand même un problème, et je pense qu'il y a des liens, comme faisait notre cher Bernard Maris, et que le programme économique de Donald Trump est absolument dévastateur pour l'écologie, parce que c'est booster au maximum la croissance américaine, encore une fois en commençant par accroître la production d'hydrocarbures. C'est ça que quand on pense États-Unis, il faut penser comme dans Lucky Luke, les champs de pétrole du Texas, etc. Ensuite, il y a une cohérence économique. Mais ça marche, il attire les entreprises du monde entier. La jeune tech du monde entier aujourd'hui veut bosser aux États-Unis. Toute l'énergie, le dynamisme est de son côté. Et nous, en Europe... Alors, attends, on va parler de l'Europe. Juste moi, quand je t'écoute, je me dis, mais ça va, la croissance américaine, qui est déjà plutôt bien portante, ça va encore mieux marcher pour ce pays. La conséquence, est-ce que c'est pas une réévaluation du dollar, justement? Est-ce que c'est même des conséquences potentielles? Et donc, du coup, ça va à l'encontre même du projet de Trump. Voilà, alors oui et non. Alors, c'est toujours là que c'est rigolo, évidemment, l'économie, c'est qu'il y a des mécanismes dans tous les sens. Moi, c'est pour ça, moi, j'aime bien. C'est qu'effectivement, donc toi, d'ailleurs, tu m'en parlais avant l'émission, Benjamin, tu as ce projet de t'installer aux États-Unis avec ta petite famille, parce que c'est là qu'il y a de la croissance. Et tu vas revendre ton immense duplex parisien. Et donc, avec les euros que tu as accumulés, tu vas acheter une grande maison aux États-Unis, tu vas investir aux États-Unis. Et ce faisant, tu vas convertir tes euros en dollars. Et donc, ça va faire baisser le cours de l'euro et ça va augmenter, ça va pousser à la hausse le dollar, effectivement. Et donc, toute la croissance américaine, tous ces énormes capitaux qui se précipitent depuis le 20 janvier aux États-Unis vont énormément pousser à la hausse le dollar, ce qui va effectivement pénaliser les exportations américaines. Mais c'est là qu'il faut mettre un petit truc de méthode, c'est qu'en économie, ce qui compte, c'est moins le sens de la causalité que l'importance de l'effet. Je donne un exemple. Joe Biden, à un moment, il met des droits de douane à 100% sur les véhicules électriques chinois. Sauf que, j'ai appris, aux États-Unis, il n'y a quasiment aucun véhicule électrique chinois.
parce que les États-Unis, c'est un pays immense, et que les Américains, quand ils achètent une voiture, ce qu'ils veulent avant tout, c'est le réseau. Ça avait été un des problèmes, d'ailleurs, des Japonais dans les années 80. Et donc, en fait, quand Biden met les droits de douane à 100% sur les véhicules électriques chinois, ça n'a quasiment aucun impact dans la réalité, parce que les exportations de ces véhicules aux États-Unis sont absolument dérisoires. Alors ça a fait les titres de la presse, moi, comme tout le monde, des droits de douane de 100%, c'est un prix multiplié par 2, c'est dingue, mais en fait, ça n'a aucun effet. Ça a très très peu d'effet. Et là, c'est pareil. Eh bien, les exportations américaines, et c'est là que Artus, évidemment, a en partie raison, c'est qu'il dit les États-Unis, c'est la finance, c'est la recherche, et les produits américains de high-tech sont en fait assez peu sensibles au prix. C'est-à-dire que si tu inventes la nouvelle appli, le nouveau logiciel, eh ben, peut-être, juste pour conclure, sur bien comprendre le taux de change, peut-être qu'avant cet abonnement pour toi, français, il était à 30 € par mois, eh bien, peut-être qu'il va passer à 32 €, mais tu vas continuer à t'abonner parce que tu en as besoin. Juste, allez, parce que je voudrais quand même t'entendre sur l'Europe. Oui. Certains économistes parlent de riposter par un protectionnisme d'interposition. Ouais. C'est crédible, c'est pas crédible? Est-ce que ça peut Non, fonctionner? on pourra en reparler de l'Union européenne. Ouais. Moi, j'y crois pas une seconde à la capacité d'action de l'Union européenne, parce que l'Union européenne, ça a été créé par les États pour se lier les mains. C'est ça la spécificité de l'Union européenne, hein, pas de la communauté économique européenne. Quand on crée l'Union européenne, dans le traité de Maastricht en 1992, les États fondateurs créent une zone de libre-échange très puissante, surveillée par la Cour de justice, à laquelle ils donnent les pleins pouvoirs, et cette Cour de justice est obsédée notamment par la lutte contre les monopoles privés et la lutte contre les aides d'État. C'est-à-dire qu'on crée un marché parfait, entièrement concurrentiel, en pensant que de ce marché va venir la prospérité et l'avenir. Le problème, c'est que ce marché, effectivement, maintenant, il est en place, il est encadré par des règles très strictes, il a empêché l'émergence de champions européens, il est antinomique avec toute l'idée de politique industrielle. Donc, si on veut créer une politique industrielle en Europe, il faut supprimer le marché unique. La grande majorité des États n'en veulent pas. Donc là, il y a une énorme difficulté. Ce qu'on peut dire empiriquement, c'est qu'à très court terme, et ça a déjà commencé, tous les pays qui se heurtent à des droits de douane aux États-Unis, que ce soit le Mexique, que ce soit la Norvège, que ce soit le Canada, que ce soit la Chine, tous ces pays-là, dont effectivement les ventes vont baisser aux États-Unis, vont se rabattre sur les gentils pays de l'Union européenne pour vendre un maximum de choses. Et donc, d'ores et déjà, les grands perdants de la bataille commerciale entre la Chine et les États-Unis, c'est les pays membres de l'Union européenne. Bon, on avance parce que le quart d'heure est court. Oui, c'est ça c'est bien. C'est le double quart d'heure, hein, comme disent certains déjà de personnes qui nous suivent. Alors, on passe à deux chiffres qui ont quand même retenu notre attention cette semaine. D'abord, le chiffre des nombres de faillites. 65 000 faillites en 2024, en forte hausse donc. Alors, que cache ce chiffre? On va le voir. Et puis, l'autre chiffre, le chiffre du chômage au 4e trimestre 2024, plus 3,9%, 100 000 chômeurs de plus. Alors, voilà. Quel est le lien que tu fais avec ces deux chiffres? Et juste peut-être ce chiffre quand même des défaillances d'entreprise. Que faut-il en penser? Juste l'éclairage que je peux donner, c'est il y a très longtemps, c'est-à-dire il y a quelques semaines, on avait beaucoup parlé de l'énorme héritage de dette publique que nous a laissé Bruno Le Maire, dont on est sans nouvelles à ce jour. D'ailleurs, un message, si vous le retrouvez. Voilà, c'est ça. Bon, il est en Suisse. Le pire, c'est que c'est vrai. Et donc, Bruno Le Maire, il nous a laissé une dette énorme. Et en fait, où est allé cet argent? La grande surprise des économistes, c'est qu'au bout de 7 ans de énormes dettes Le Maire-Macron, il y a eu très peu d'effets sur les investissements, l'emploi et la croissance en France. Par contre, effectivement, cet argent, il est allé dans la trésorerie des entreprises. C'est-à-dire que sans rentrer dans les détails, entre les aides Covid, entre les apprentis qui étaient gratuits pendant un an, voilà, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui ont permis à l'État français de donner beaucoup d'argent ou de prêter beaucoup d'argent aux entreprises françaises, ce qui a grandement amélioré leur trésorerie. Donc, ce qu'on a constaté, alors c'est un mot un peu bizarre, c'est qu'il y avait un déficit de faillite, c'est-à-dire que les 2-3 dernières années, il y avait moins de faillites qu'avant, et donc on savait bien, vu que la croissance était faible... Elles auraient dû disparaître, ces entreprises, c'est ça que tu es en train de dire. Et donc là, on a un gros rattrapage d'un coup, avec notamment l'arrivée à échéance des prêts garantis par l'État qui ont été mis en place par le Covid, qui là plombe la trésorerie de tout un tas d'entreprises, et on sait effectivement qu'il va y avoir de très nombreuses faillites durant l'année 2025. J'ai vu qu'il y avait 40 milliards de prêts garantis par l'État qui restaient à rembourser. 40 milliards, c'est considérable. Oui. Et effectivement, en fait, tu nous expliques finalement c'est une hygiène normale que l'économie se débarrasse
ces canards boiteux, en fait. C'est ça. Bah, normal, disons que dans une économie concurrentielle, il faut être rentable. Ces entreprises ne l'étaient pas. Je crois que même Schumpeter voit sait beaucoup aussi plus loin. d'ailleurs, oui. Il dit qu'en fait, c'est même une douche Oui. froide nécessaire qui Ouais. permet, au fond, de libérer C'est sûr. le capital qui, finalement, était consacré à des entreprises qui, de fait, Oui. sont Après- condamnées à disparaître. Voilà, donc effectivement, Schumpeter, c'est un grand théoricien, disons, de la démographie des entreprises, en Mhm. disant les entreprises naissent, vivent et meurent. Après, j'ai toujours beaucoup de mal avec ces propos de professeurs d'université qui ne se Ouais. retrouvent pas à la faillite du jour au lendemain à devoir voilà, faire la queue pour la soupe populaire. Aussi, ce qu'il faut dire, voilà, c'est que ces faillites, maintenant, elles arrivent très vite. Et peut-être ça serait bien qu'une petite commission d'enquête parlementaire, parce qu'on a quand même pas mal de petites informations qui nous disent que dans un certain nombre d'entreprises, ces prêts garantis par l'État n'ont pas été utilisés de façon très judicieuse pour investir, pour préparer l'avenir, vont été un peu gaspillés, et que donc maintenant, il y a certaines entreprises qui payent leurs mauvais choix serait passés. Très salutaire. Donc, cette commission d'enquête, effectivement, sur l'utilisation des prêts garantis par l'État, c'est... Mais d'ailleurs, c'est pas en cours? Non? On ne sait pas. Je sais Mais, pas, en tout à cas, vérifier. à Et sinon, vérifier. sur le chômage, Alors, sur le chômage, est-ce qu'on assiste à un retournement de cycle? Alors là- ça fait combien de temps Ouais. que ces chiffres-là, on n'avait pas connu de tels chiffres en France? alors là, effectivement, là, big surprise, on savait que le chômage allait augmenter. Big surprise. Big surprise. Oui, big surprise, parce qu'on a donc en un trimestre plus de 100 000 personnes au chômage en plus pour la seule catégorie A, Ouais. c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas du tout travaillé pendant la semaine ou le mois précédant l'enquête, donc des gens qui sont totalement au chômage. C'est effectivement le retournement conjoncturel qu'on attendait, du fait qui est lié évidemment aux défaillances d'entreprises, à la fin des prêts garantis par l'État, et puis le petit pestacle politico-budgétaire des derniers mois. On le sait, cher Keynes, si tu nous entends, l'économie, c'est que des anticipations. Comme je dis toujours à mes étudiants, en économie, c'est comme dans le sport, anticiper, c'est agir. Si je suis gardien de foot et que j'anticipe que le ballon va aller dans la lucarne, je vais tout de suite le chercher avant qu'il y soit. Donc anticiper, c'est agir. Or, qu'est-ce qui se passe depuis en fait, la dissolution de l'Assemblée nationale maintenant, il y a déjà plus de 6 mois? Eh bien, c'est l'incertitude totale, notamment sur la fiscalité. Ouais. Et on sait que toutes les personnes qui doivent prendre des grosses décisions d'achat d'appartements ou les entreprises d'innovation, d'achat de nouvelles machines, d'expansion, de rachat de marques, d'ouverture de magasins, tous ces gens-là retardent leurs projets. Bon, il y a une hausse aussi des taux d'intérêt. Ouais. Le crédit est moins facile qu'avant. Ouais. Et donc, on a toutes les raisons d'attendre. Et alors ça, malheureusement, dans une économie moderne comme la nôtre, Keynes l'avait déjà expliqué en 1936, il y a presque un siècle, eh bien, si tout le monde attend, l'économie est certaine de chuter en récession. C'est ce qui nous prend au nez aujourd'hui. Et voilà pour les bonnes nouvelles Oui, c'est ça. de Gilles, qui d'ailleurs, Ouais. sur sa lancée, va nous en proposer Ouais. une petite pour Voilà. contaminer cette émission. Une petite dernière. Une petite dernière pour l'info Ouais. insolite. Je commence donc. Ah non, Ouais. on finit par la bonne. Non, on finit avec toi. Alors vas-y. Non, moi, c'est rien du tout, mais c'est simplement que quand il y a eu cette très grande inflation de ces 2 dernières années, on a découvert, d'ailleurs, je lui rends hommage, je l'aime beaucoup, il y a une jeune économiste allemande en poste aux États-Unis qui s'appelle Isabella Weber, comme le grand Weber Ouais, comme Max Weber, ouais. voilà, de la sociologie, et elle avait mis en avant cette notion d'inflation causée par les vendeurs, qui lui a valu d'être copieusement critiquée par les vieux cons mecs de la profession, Ouais. y compris Paul Krugman, quand même un des géants de la science économique, qui s'est excusé par la suite. Mais alors, dis-moi, alors, c'est platement. quoi? Et donc l'inflation des vendeurs, c'est un truc tout bête pour les gens normaux, mais extrêmement bizarre pour les économistes, c'est de dire, moi je vends un truc, t'en as besoin, j'augmente le prix. Tu penses à quoi? Et donc là, c'est les amis de Microsoft Ouais. qui ont énormément investi dans l'intelligence artificielle. Et donc là, pour les gens qui sont abonnés à ce qu'on appelle le pack Office, c'est-à-dire Word, PowerPoint, Excel, tous ces outils géniaux qui nous rendent si Et heureux. qui équipe les ordinateurs pour Voilà, la plupart d'entre et eux. qui en plus. équipe la très grande majorité Ouais. des ordinateurs dans le monde, eh bien, une petite hausse de la facture de 30% cette Là, année. c'est cette année. Ouais, en janvier. Là. Donc c'est une sorte de position de puissance de dingue, de rente. Ah, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de marché. Donc, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de marché? C'est je vends un truc dont tu as besoin, et donc je peux te le vendre. Tu sais que c'est trop cher, mais tu l'achètes quand même. Bon, alors, par... Voilà, c'est ça. face à Docteur Suicide, Ouais, c'est moi. c'est voilà une info qui va un peu remonter le moral. Hein. Tout à fait. Ça se passe du côté de Besançon. La ville a décidé de lancer un emprunt auprès de ses habitants. Ouais. Tu connais Pour faire quoi? Ouais, non. pour la création d'une maison des femmes. Et en fait, figure-toi que la municipalité a recueilli près de 700 000 euros auprès de ses habitants. Excellent. Et j'ai découvert à cette occasion qu'il existait même une plateforme d'investissement Ouais. en ligne pour les collectivités territoriales qui s'adressent et qui se tournent vers l'emprunt de leurs habitants.
C'est génial. Bah, en tout cas, c'est Non, si, c'est plein génial. d'espoir. Un des gros problèmes qu'on a en France, c'est qu'il y a trop d'épargne. Si vous faites partie des gens qui ont ce problème, Flécher que je l'apport n'ai d'argent pas, énergie. voilà. Non, mais parce que, voilà, qui ont trop d'épargne, investissez localement votre argent, vous ferez des Est-ce que euros. tu savais que Brest avait financé, par exemple, son tramway en partie grâce à l'emprunt Non, je ne savais pas non plus. Ouais. Tu vois Ouais. Donc, ça donne des perspectives. Voilà. Et c'est comme Trump, en fait, on voit que l'économie rejoint la démocratie, mais chez Trump, c'est l'économie et la démocratie au service de la puissance. Et là, c'est l'économie participative, la démocratie participative. C'est comme plus sympa. Merci pour ce petit mot quand même. Bah, tu vois, Ouais, tu ouais. arrives à Non, mais ouais, troquer ouais. tes habits de docteur moribond pour... Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez passé un bon quart d'heure. Alors, beaucoup plus qu'un quart d'heure. Et vous allez nous dire, oui, un double quart d'heure. Bon, bref. Toujours le même problème, Benjamin qui ne s'arrête pas de parler. Merci encore évidemment à la Maison de l'Île-de-France et Francesco Turisi qui nous accueille ici dans ses locaux. Je crois que cet homme est le plus gentil du monde. Absolument. C'est complètement dingue. Ouais. Venez ici, une fois encore. Voilà. Il y a des expositions à découvrir, des débats évidemment auxquels on peut participer. C'est absolument formidable et c'est une richesse inouïe. Ouais. Donc merci encore une fois à la Maison de l'Île-de-France. Et puis à bientôt. C'est ça. Pour un nouveau numéro. Et toutes nos excuses pour le retard, j'étais malade. C'est pour ça qu'on a un petit retard dans la mise en ligne. C'était bien gardé de le dire au début. Ça. Ouais, Merci en tout cas pour Merci à vous les amis. l'avoir suivi.